Les bonnes ondes, l'émission continue. Après l'émission de ce matin en direct dans l'Atrium avec notamment le professeur Delors ou encore avec Didier Lacroix et Vanessa Morales. C'est le deuxième temps. Cet après-midi, on sera en déambulation dans les services. On viendra se balader un petit peu. Et puis, de nombreuses personnalités se succèdent à notre micro ici de l'émission Les bonnes ondes. Et on va se retrouver avec le docteur Thibaut Valentin. Jingle. Oncopole FM, les bonnes ondes, expériences et rencontres, les invités du jour. Avec le docteur Thibaut Valentin, je vous l'ai dit, oncologue médical, spécialiste des AJA, co-responsable du comité sarcome, chercheur au sein de l'équipe OncoSarc du CRCT. Bonjour docteur. Bonjour, cette présentation est très très longue. C'est vrai qu'elle est longue. J'ai pas dit de bêtises, ça va ? Non, c'est parfait, mais... Je suis pas du sérail, donc j'avais peur de déraper un petit peu. Ça va, vous n'avez pas dérapé, parfait. Bah c'est nickel, vous avez un titre à rallonge. C'est vrai que sur le badge, ça doit être difficile à faire tenir. J'ai pas tout ça écrit, docteur, ça suffit. Ça le reste, c'est du blabla. Ça fait une tablette. Oui, mais c'est important de vous présenter quand même dans la précision de votre titre, parce que vous avez un travail justement qui est très précis. Vous êtes oncologue médical à l'Oncopole et vous travaillez notamment dans le service qui accueille les patients adolescents et jeunes adultes, que l'on nomme AJA. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces patients ? Est-ce qu'ils font l'objet d'ailleurs de traitements spécifiques ? Ces patients AJA, c'est des patients qui ont au diagnostic entre 15 et 25 ans, c'est comme ça qu'on les définit actuellement, et chez qui on diagnostique un cancer. Et c'est une population vraiment particulière qui est peu nombreuse par le nombre de patients touchés. Dans la région, c'est à peu près 200-250 patients par an qui sont majoritairement traités ici. Et ils sont aussi à part de par les pathologies concernées, qui ne sont pas typiquement des tumeurs cancéreuses pédiatriques, et pas encore tout à fait des tumeurs qu'on retrouve plus couramment chez les adultes, comme les cancers du sein, les cancers du côlon. Donc ils sont un petit peu à part. Les pathologies en question, c'est les sarcomes, c'est les pathologies dont moi je m'occupe, les tumeurs des muscles, des os, de la graisse, toutes ces cellules du tissu de soutien. C'est des hémopathies malignes, des lymphomes, des leucémies, c'est des formes de tumeurs cérébrales un peu particulières, c'est des tumeurs testiculaires qui surviennent aussi souvent chez les jeunes hommes, parfois d'autres cas plus rares, mais c'est une population particulière. Ouais. Après, les traitements du coup sont ciblés sur la pathologie, donc qui font l'objet de traitements spécifiques, qui sont souvent curatifs. C'est des pathologies qu'on guérit pour la plupart très bien. Environ 80% des patients AJA vont être guéris, mais souvent au prix de traitements lourds, avec des chimiothérapies parfois intensives, des chirurgies parfois mutilantes, et donc des séquelles au sortir de tout ça pour les patients qui réussissent à guérir. Justement, j'ai envie d'en parler de ces rapports que vous avez avec les patients. On imagine que c'est absolument pas facile pour ces jeunes de devoir traverser cet épisode de maladie et un parcours de soins à l'Oncopole qui est assez long. Alors, d'ailleurs, comment on les accompagne ? Est-ce qu'on les accompagne spécifiquement avec une approche particulière ? Je pense simplement peut-être à l'attitude qui est la vôtre, ou au personnel qui les accompagne, aux mots choisis également aussi. Est-ce qu'il y a une approche qui est particulière dans un cas de figure qui l'est lui aussi ? Alors oui, il y a des choses particulières alors qu'on apprend un peu sur le tas. Déjà, il y a souvent la présence des parents avec, ce qui n'est pas courant pour les autres patients. Bien sûr. Donc il faut apprendre à gérer avec ça. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on a l'habitude de gérer au côté pédiatrie. Après, cette population particulière des AJA, ça a été pendant un temps une population un peu oubliée de l'oncologie. Parce qu'ils sont peu nombreux, parce qu'ils sont moins visibles que les dizaines de milliers d'adultes qui ont des cancers, et un peu peut-être moins émouvants entre guillemets que les enfants, avec les images qu'on a tous en tête de petits-enfants en plein traitement. Donc c'était un petit peu des patients qui étaient entre ces deux-là. Entre les deux, ouais. Entre les deux. Après, maintenant, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a une attention particulière qui s'organise autour d'eux. Notamment ici, depuis 7-8 ans, il y a une équipe de personnel de soins de support qui s'est un petit peu spécialisée autour de ces patients AJA, qui se sont formés aussi maintenant, parce qu'il y a des formations nationales, des DU, des choses spécifiques autour, avec l'aide du réseau de cancérologie aussi, Onco-Occitanie. Et nous, là, récemment, depuis l'année dernière, à l'Oncopole, à l'IUCT en tout cas, on a individualisé un parcours et une équipe vraiment dédiée pour ces patients AJA, où on arrive à les identifier dès leur entrée dans la structure. C'est-à-dire que dès qu'un nouveau patient va avoir une consultation, va avoir une hospitalisation ou un examen complémentaire, on va être capable d'identifier son dossier pour le mettre un peu dans les radars de cette nouvelle organisation pour les patients AJA, où on voit passer tous les dossiers
et on discute des meilleurs soins de support à leur proposer pour les mettre dans des parcours de réhabilitation spécifiques en fonction du traitement qu'on va leur apporter. Juste avant de parler ensemble des dernières avancées, de se projeter un petit peu en cette journée du 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, j'ai une question un peu plus personnelle, un rapport émotionnel. Comment ces adolescents réagissent face à la maladie par rapport à des jeunes enfants ou des adultes? Est-ce que vous sentez une résilience particulière, une forme d'injustice? Comment ils réagissent humainement et comment vous les ressentez, docteur? Alors, les enfants, j'ai pas la vision. Moi, j'ai pas du tout fait d'oncopédiatrie. Après, c'est vrai que de ce que je sais, pour la pédiatrie, beaucoup passe par les adultes, par les parents. Alors que là, on est vraiment sur des patients qui sont en phase de construction personnelle. Alors, ils peuvent être mineurs ou majeurs, mais en tout cas, c'est des gens qui sont en train de construire leur parcours personnel, leur parcours professionnel, leur identité, et du coup, d'avoir ce coup d'arrêt du diagnostic d'un cancer à cette période de la vie, c'est quelque chose de particulièrement compliqué. Après, c'est toujours des personnes très attachantes finalement, parce que de cette histoire particulière et des traitements qui vont s'en suivre dans un endroit dédié à l'Oncopole, dans un service qui traite tous les patients AJA lorsqu'ils ont besoin notamment de chimiothérapie lourde, et ben ça leur donne un point d'accroche et un point de repère au long de leur parcours. Et souvent, les patients, une fois que les traitements sont terminés et qu'ils sont guéris, ils reviennent dans le service pour donner des nouvelles. Donc il y a vraiment un lien un peu d'intérêt qui se crée avec les patients. Un lien très fort et très puissant, ça on l'imagine bien volontiers. Parlons un peu de recherche clinique. Est-ce qu'elle est aussi dédiée à ces patients? Et quelles avancées thérapeutiques ont eu lieu ces dernières années, si on doit en parler un petit peu, docteur? Alors, vous avez vu, c'est beaucoup de pathologies particulières, hein. C'est pas qu'une maladie, c'est plein de cancers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils bénéficient quand même des avancées. Alors, ce sont souvent des pathologies rares, et du coup, les traitements et les avancées thérapeutiques sont réfléchis dans des groupes collaborateurs nationaux, européens, voire mondiaux. Donc, les patients bénéficient de ça. Après, il y a un aspect qui pêchait jusqu'à récemment, c'est que sur les grands adolescents, entre guillemets, donc cette période des 12-18 ans, de la recherche clinique en France et même en Europe ou dans le monde était assez mal organisée pour qu'ils puissent bénéficier des dernières avancées. Parce que souvent, dans les essais cliniques, vous avez des critères qui sont des critères d'inclusion, qui sont les cases à cocher pour pouvoir participer aux études. Et traditionnellement, les études adultes sont ouvertes à des patients de plus de 18 ans. Et les études de pédiatrie concernent plutôt des patients qui n'ont pas vraiment ces types de pathologies. Donc les grands adolescents 12-18 ans étaient un peu en dehors du champ de la recherche clinique. Mais il y a maintenant des initiatives européennes et mondiales pour, justement, on a pris conscience de ça. Et on admet que les patients de plus de 12 ans doivent maintenant de plus en plus être inclus dans les études adultes. Et c'est ce qui se passe de plus en plus maintenant. Pardon docteur, mais je vous interromps sur cette question-là. Comment ça se fait qu'on a eu cette prise en charge ou cette prise de conscience un peu tardive pour les adolescents? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui fait qu'on a mis un petit peu de temps à le prendre en considération? Je n'ai pas l'historique de tout ça, mais je pense que c'est des considérations bêtement légales. C'est-à-dire que quand on a moins de 18 ans, notamment en France ou ailleurs, le cadre légal n'est pas le même. Et de dire qu'on va inclure des patients mineurs dans des études avec des nouveaux médicaments, ça fait peur. Et du coup, d'un point de vue bêtement réglementaire, ça a été, je pense, le frein majeur pendant longtemps. Un dernier mot ensemble pour conclure cet entretien. Je suppose que c'est quand même un sentiment de fierté qui anime vous et vos équipes de pouvoir justement œuvrer en ce sens dans une situation qui est certes facile pour personne ici dans la lutte contre la maladie, mais dans cette situation et ce cadre ô combien particulier, est-ce qu'il y a aussi un sentiment de fierté de pouvoir accompagner dans un moment, on l'a dit, compliqué de devoir faire face à la maladie alors qu'on est en pleine construction? Oui, bien sûr. On a vraiment l'impression de rendre service aux gens. Et on est très fiers de l'organisation AJA qu'on a réussi un petit peu à formaliser récemment, parce que jusque-là, ça a beaucoup tenu sur l'implication forte des personnels de santé qui sont impliqués dans cette thématique particulière, mais d'arriver à construire des choses petit à petit, une équipe dédiée, et d'essayer de valoriser ça par des projets, des partenariats. On est aussi très content des partenariats qu'on a avec les acteurs sportifs de la région. Donc on voit qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'opère autour de cette population particulière, et on est très fiers d'y contribuer à notre niveau. Merci docteur. Applaudissements s'il vous plaît pour le docteur Thibaut Valentin.